La RDC, c'est une grande nation et une grande nation mérite des grands débats. Et les grands débats, c'est autour de l'émission Bonne Gouvernance. Bonne Gouvernance, c'est une émission socio-politique indépendante d'analyse et de commentaires qui fait le décryptage de l'actualité socio-politique de la République démocratique du Congo, mais en particulier de la province du Congo central. La Bonne Gouvernance, c'est votre émission. Pour suivre cette émission, soyez branchés à TBEM, Télé Boula Matadi. Chaque dimanche à partir de 21h, rediffusion chaque lundi à partir de 8h. Et aussi à suivre sur JPK Télévision, notre chaîne YouTube. Soyez branchés. C'est avec votre humble serviteur, Charles Kipingani. Chers téléspectateurs, vous voulez connaître la réalité politique de votre pays? Ne commettez pas l'erreur de rater l'émission Bonne Gouvernance. Bonne Gouvernance, c'est l'une des plus grandes et vieilles émissions politiques de la province du Congo central. L'émission Bonne Gouvernance, nulle part ailleurs. C'est sur Télé Boula Matadi, mais aussi, pour vous qui êtes en dehors du pays, allez sur notre chaîne YouTube JPK TV. J'ai dit JPK TV et vous ne raterez aucune actualité de votre pays et de manière responsable. Pour tout contact, 082 37 31 911. Bonne Gouvernance, c'est votre émission. J'ai dit bien, suivez, c'est votre émission. Et pour la suivre, cette émission bien entendu, chaque dimanche à partir de 21h, l'émission sociopolitique indépendante d'analyse et de commentaires qui fait le décryptage de l'actualité sociopolitique de la RDC et du monde. Bonne Gouvernance, c'est la grande émission, l'émission de la hauteur de la montagne. Mesdames et messieurs, l'émission Bonne Gouvernance, une émission socio-politique indépendante d'analyse et de commentaires qui vous traite des sujets d'actualité, des sujets de l'heure. Vous savez que la RDC est secouée par différents sujets qui font l'actualité. Et l'émission Bonne Gouvernance vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de la politique du Congo depuis des temps. À ce jour, nous allons encore revenir à notre invité qui nous a relaté la politique congolaise, la crise qui secoue la RDC depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, les causes et comment y remédier. Nous allons une fois de plus à la rencontre de M. l'abbé Germain. Suivez. Nous sommes déjà là, mesdames et messieurs. Nous avons déjà été bien accueillis par M. l'abbé Germain Zinga. Il est le vicaire de la paroisse catholique, cathédrale de la ville, Notre-Dame. Notre-Dame médiatrice. Notre-Dame médiatrice de la ville de Matadi, ici la ville portuaire. Une fois de plus, M. l'abbé, bonjour. Bonjour. Nous avons le plaisir de revenir vers vous par rapport à certaines questions pertinentes qui font l'actualité. Vous le savez, le Congo est encore et toujours menacé par rapport à ces événements dans la place politique. Nous suivons et vous suivez avec nous la succession d'événements et la création de l'Union sacrée. Nous avons le gouvernement, nous avons tout le secousse et la justice qui semble évoluer à double vitesse. Et aujourd'hui, nous revenons à la deuxième phase de la crise qui a déchiré le Congo. On vous a déjà suivi et largement suivi sur nos chaînes de télévision, mais aussi sur Internet. Si on peut revenir sur un briefing par rapport aux causes profondes qui ont déchiré la RDC depuis l'indépendance à ce jour. En quelques peu de mots, qu'est-ce qui est à la base de la crise que le Congo connaît jusqu'à ce jour? Comme on s'était entretenu la fois passée, la situation, la crise du Congo est très complexe. Comme cette visibilité est complexe, ça signifie que les causes elles-mêmes sont très complexes. Et dans la crise du Congo, il faut tenir compte de causes externes et de causes internes. Et donc parmi les causes externes, vous allez vous rendre compte que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Congo, c'est un long processus qui date de la conférence de Berlin,
et au cours de laquelle, le 26 février 1885, il avait été décidé de répartir l'Afrique, de les diviser et de donner chaque pays sous le contrôle d'une puissance occidentale. Et l'unique pays qui en est sorti, vous avez vu qu'il était né, le Cameroun, qui avait l'Algérie, qui avait la Tunisie, qui avait le Kenya, qui avait Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud. Mais il y avait un pays, curieusement, qu'on a appelé l'État indépendant du Congo. Et quand on a grandi, on a essayé d'approfondir, tra virgolette, comme on dit en italien, c'est qu'est-ce que ça signifie État indépendant du Congo. Et vous allez vous rendre compte que, au fait, l'État indépendant du Congo, cette indépendance-là, ce n'est pas que nous sommes souverains dès 1885, mais que notre pays était déjà une colonie internationale qui appartenait à toutes les puissances. Quand vous allez analyser l'acte de Berlin sur les 33 articles qui se trouvent là-bas, pratiquement 26 concernent directement les traitements du Congo, de l'embouchure du fleuve Congo et comment il faut gérer les richesses du Congo. Et il était prévu que l'entrée dans ces pays devait être ouverte à tout le monde sans que personne ne paye des impôts en entrant, parce que justement le Congo n'était pas une colonie belge. La Belgique a assuré une espèce de gardien, mais ce n'est pas tout à fait celui qui colonisait le pays. Léopold II était là comme celui qui gardait au nom de toutes les puissances européennes. Je crois que cette disposition statutaire de la conférence de Berlin a fait en sorte que jusqu'à aujourd'hui, toutes les puissances qui arrivent au Congo depuis l'indépendance se trouvent dans le droit d'être chez eux, de faire ce qu'elles veulent, parce que dans leur tête à eux, dans leur imaginaire, le pays n'appartient pas aux Congolais, mais appartient à eux. C'est une terre nullius, comme on dit, c'est une terre qui n'appartient à personne et qui appartient à eux. Et nous, les Congolais, on est là comme des occupants, ce qui fait que quand nous avons eu l'indépendance en 60, l'indépendance entre guillemets, cette indépendance était nominale. Parce qu'on a remarqué que de 60 jusqu'à l'arrivée de l'AFDEL, ce pays a été géré par un triumvirat, une espèce de troïka qu'on appelait, les États-Unis, la France et la Belgique, qui dictaient les règles, mais il y avait d'autres puissances aussi qui avaient un mot à dire sur le Congo. C'était logique de considérer le Congo comme un bien qui appartient à tout le monde, fait en sorte que les Congolais, les vrais propriétaires du pays, ne semblent pas maîtriser le destin de ces pays parce qu'ils ignorent leur histoire. Le deuxième facteur historique concerne même la mentalité léopoldienne. C'est-à-dire Léopold a géré, nos ancêtres, a géré les Congolais comme ces choses. Et il a travaillé cette logique-là. Quand en 60 nous avons eu l'indépendance, nous nous rendons compte que la plupart de nos chefs continuent cette culture coloniale léopoldienne, qui fait que quand ils ont le pouvoir, ils conçoivent le pouvoir comme un pouvoir patrimonial. C'est-à-dire quand il est là, c'est sa chose à lui qui lui appartient. Les Congos, c'est sa chose. Les Congolais, ce sont ses choses. On a vu ça avec Mobutu, on a vu ça avec la famille Kabila, et ainsi de suite. Je crois qu'il n'y a personne qui arrive à se départir de cette mentalité, de traiter le Congo comme sa propre chose, et il peut dicter les lois. Et nous ne semblons presque pas tirer des leçons. On ne semble pas tirer les leçons parce que nous ignorons exactement notre histoire. Les dédales de notre histoire, les racines, le ficellement de notre histoire, nous l'ignorons complètement. Justement, cette mentalité léopoldienne a pris possession dans la tête de la plupart des chefs congolais. Et quand je dis chef, la classe politique, quand je dis chef, il ne s'agit pas seulement du président de la République. Et tu vas voir que la plupart qui occupent des postes de responsabilité, que ce soit dans la sphère politique, que ce soit dans la sphère économique, que ce soit même dans la sphère religieuse, ils ont adopté cette mentalité coloniale, léopoldienne, qui fait que quand ils arrivent, ils traitent les autres comme des choses, comme des petits messieurs qu'ils peuvent écraser à leur guise sans avoir un quelconque respect pour leur destin, pour le destin collectif. Cette mentalité, elle continue à perdurer et à traverser des siècles jusqu'à aujourd'hui. Alors ça, c'est un peu quelque chose de lamentable. Alors à cela vient s'ajouter l'incurie des Congolais.
sur des causes internes. Maintenant, c'est que nous-mêmes, nous avons développé un tel niveau de l'incurie. Quand je dis l'incurie, c'est la capacité de vivre ensemble sans respecter aucune règle. C'est-à-dire que celui qui devait respecter la règle pour la bonne gouvernance est traité comme un ennemi public. Et qu'un Congolais qui veut se faire affirmer et aimer par les autres Congolais doit entrer dans cette logique souterraine de corruption, de concussion, de concussion, de favoritisme. Bref, c'est vraiment une logique souterraine qui népotisme et ainsi de suite. Tous les chapelets de comportements qui ne permettent pas à un pays de décoller, de pouvoir aller de l'avant. Et cette logique, on la voit dans la classe politique, dans la classe économique, dans l'élite intellectuelle à l'université, dans l'élite religieuse. Et donc ça, ce sont des choses qui bloquent au fait les réveils d'un peuple, les réveils d'un continent, d'un pays qui a la dimension d'un continent. Les causes sont énormes, mais pour le moment, depuis que l'AFDEL est entrée en 1997, à ces causes s'est ajoutée une autre logique qu'on appelle la logique clintonienne. C'est la logique de Bill Clinton, parce qu'en 1994, il a signé un décret qu'on appelle Acte, c'est-à-dire il affirmait ce qu'on appelle la Pax Americana. Donc Bill Clinton, en 1994, a conçu un plan géopolitique pour la gestion de l'Afrique, et surtout de l'Afrique des Grands Lacs. Et jusque-là, ils avaient un soldat fidèle qu'on appelait Joseph Désiré Mobutu. Et ces soldats-là, à un moment donné, ils trouvaient qu'il avait trop de casseroles, ils voulaient les remplacer par d'autres lieutenants qu'ils ont mis en place en Ouganda avec Kaguta Museveni et à Kigali avec Paul Kagame. Donc ils ont commencé à travailler avec d'autres collaborateurs en éliminant Mobutu et en installant ces gens-là. Après les avoir installés dans leur pays, ils ont fait en sorte qu'ils fassent maintenant la conquête du Congo. Ils gèrent le Congo par des intermédiaires. Ok. Donc on ne voit pas l'armée. On ne peut pas voir sa présence. Exactement, on ne voit pas l'armée américaine sur les sols congolais, mais ce sont eux qui entraînent l'armée rwandaise. Donc c'est la leçon qu'ils ont tirée de la Libye où l'OTAN a été présent. Au fait l'OTAN a toujours été présent au Congo. Je vous rappelle ce qui s'est passé en 1985. Cette logique-là, elle est une logique otanienne. Donc de gestion du Congo, mais par les intermédiaires, soit des dictateurs, soit des pays limitrophes. Je ne sais pas, je me fais comprendre. Et que donc là maintenant, en 1994, qu'est-ce qui arrive? C'est que Bill Clinton décide désormais de passer par Kigali et par Kampala pour la gestion du Congo, pour le pillage des ressources du Congo. Je crois que je vous renvoie au livre de Honoré Ngwanda, donc crime organisé en Afrique centrale. Là vous pouvez voir tous les détails techniques, comment l'AFDEL avec des satellites également pour les orienter et pour indiquer où se trouvaient les soldats de Mobutu, pour les disperser, les attaquer jusqu'à ce qu'ils arrivent à Kinshasa. Donc ils étaient derrière et quand ils sont arrivés, ils ont installé des multinationales sur place qui pillent les pays d'une manière éhontée et impitoyable, et avec l'objectif d'occuper certaines parties, provoquer la balkanisation pour que désormais ces parties-là de la République ne dépendent plus de la capitale, mais d'une autre source de pouvoir. Nous en sommes là pour le moment. Nous sommes en train de voir donc Bukanga, comment on appelle, pardon, Bunagana, nous voyons Goma, nous voyons Bukavu. On a installé, ne dépend plus du pouvoir central de Kinshasa, et que petit à petit on est en train de perdre le contrôle de la partie orientale du Congo, justement dans ces plans qui a été mise en place en 1994 et commence à produire des fruits aujourd'hui. Mais lorsqu'on va aujourd'hui, comme vous le dites, est-ce que vous ne pensez pas à une implication des Congolais dans sa propre crise? Non, c'est une malhonnêteté historique. Au fait, ce qui se passe, c'est que pour occuper le pouvoir dans un pays comme le Congo, tu ne peux pas le faire en étant contre ce système. Depuis le temps de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, pour être placé à ces postes-là, tu dois donner des garanties que tu sécurises leurs intérêts. Je fais comprendre. Et que donc, la meilleure des causes, mais la meilleure des manières pour nous de nous en sortir, d'éviter de chercher de boucs émissaires et de nous regarder nous-mêmes au miroir. Comment nous nous positionnons par rapport à ceux qui veulent dominer notre destin? Comment nous nous positionnons nous autres? Et vous ne pouvez pas le faire en ordre dispersé. Bon, nous voyons aujourd'hui que les Congolais marchent en ordre dispersé. Que ce soit l'élite politique, que ce soit l'élite intellectuelle,
que ce soit la plupart des forces vives qui doivent mettre leurs matières grises ensemble pour arriver à sauver le pays, chacun poursuit ses propres intérêts et son propre agenda. Cet agenda-là coïncide avec les agendas des gens qui sont à l'extérieur. Voilà pourquoi, dernièrement, vous avez vu, quand ils ont attaqué Goma, quand ils ont pris Goma, on voyait que la porte de Kinshasa commençait à s'ouvrir. Vous avez vu donc la Senko et les CC à passer à l'attaque pour créer un système où on neutralise au fait les visions de l'ennemi en créant cet espace où on essaie de réfléchir pour mettre les Congolais ensemble. Nous sommes très vulnérables à n'importe quelle attaque et à n'importe quel plan de l'extérieur pour pouvoir nous atteindre. C'est justement, M. Labbé, je rappelle encore à nos téléspectateurs et internautes que nous avons reçu pour vous M. Labbé Germain Nzinga, qui est vicaire de la paroisse catholique Notre-Dame de Médiatrice, la médiatrice de Matadi. Nous sommes au Congo central, en République démocratique du Congo, pour ceux qui sont en dehors du pays. Avec lui, nous avons amorcé un grand sujet par rapport à la crise persistante, à la crise qui a déchiré le Congo depuis l'indépendance à ce jour. Et nous venons pour le deuxième épisode. Il a ouvert encore nos portes pour nous en expliquer davantage. Monsieur Labbé, nous poursuivons avec vous. Nous parlons exactement du conflit rwando-congolais qui continue à sévir la RDC et qui persiste d'ailleurs. Où en sommes-nous? Ou quelles sont les retombées de démarches des évêques catholiques qui en tout cas a été aussi critiquée dans tous les sens? C'est bon, quand c'est bon, la critique elle est bonne, ça montre que le peuple voit, que le peuple veut ça comprendre et qu'il ne se laisse pas mener. Donc quand tu vois déjà, quand tu poses un acte et que le peuple critique, ça signifie qu'il ne se laisse pas conduire comme un mouton de panique. Donc je trouve très positif que le peuple critique, mais j'aurais souhaité qu'il critique pas sur l'émotionnel, pas sur des choses qu'il ne comprend pas. Il faut critiquer à base de textes. Et donc ce qui se passe pour le moment, c'est que tout est parti au fait au mois de février, quand Goma était tombé sous l'attaque militaire conjointe de M23 et de AFC. Et à partir de là, on voyait que s'il progressait sur Ouvira et qu'il prenait les Katanga, la porte de Kinshasa commençait à s'ouvrir. Les évêques voyaient que l'armée congolaise était en déroute. Vous avez vu vous-même les officiers en train de fuir sur Bukavu. Nous avons suivi des images qui nous ont fait froid au dos. Parce que là, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? On a des collaborateurs. Et le fait que les évêques volent au secours, les voilà qui vont rencontrer Nanga, les voilà qui vont rencontrer Kagame, ils freinent, au fait, politiquement, ils ont freiné les processus d'avancer vers Kinshasa. Vous devez avoir un regard politique. Ils freinent les processus parce que les autres disent, ah, on peut négocier. Dès lors qu'il y a une négociation, la guerre, les bras militaires, ce qu'on appelle les bras armés, essaient de ralentir pour essayer de passer à la négociation. Tout en sachant que chez les Rwandais, quand on négocie, on peut aussi faire la guerre dans la négociation, ce qu'on appelle talking and fighting. Donc ils peuvent faire aussi la guerre dans la négociation, quitte à nous à ce moment-là de nous préparer pour les affronter sur la table de négociation et défendre les intérêts vitaux du Congo. Donc alors à ce moment-là, c'est une réussite pour vous. Pour moi, je ne dis pas la réussite viendra. On ne peut pas parler d'une réussite tant que nos frères de l'Est sont sous l'occupation de l'ennemi. On ne peut pas parler de réussite, de succès total. Mais au moins, le succès, ça a arrêté. Ce qui a fait que quand on est arrivé à Doha et puis l'affaire de Washington est arrivée, mais si tu regardes bien, tout est parti du mois de février avec ce qu'ils ont initié comme démarche de paix au niveau des choses. Alors, la chose la plus importante, c'est où nous en sommes pour le moment, parce que quand on faisait la critique, tout le monde disait « Ah, les évêques sont achetés par les puissances étrangères qui sont en train d'obéir à un agenda, d'autant plus qu'on voit que... » Exactement, puisqu'on voit que les protestants et les catholiques sont les églises des étrangers. Bref, les églises des réveils ont commencé à bouder, qu'il n'y avait pas une démarche inclusive. Qu'est-ce qui s'est passé? Les évêques ont produit un document dont je vous ai parlé la fois passée quand on avait une émission. Ils ont produit donc un document, un protocole qui est passé maintenant sous forme d'une feuille de route. Mais cette feuille de route n'a pas seulement été produite. La première partie qui a été produite par les évêques a été complétée par le travail inclusif qui a été fait par les confessions religieuses, donc dont la communauté unie
des églises de réveil, guidées par le pasteur Dodo. Dodo Kamba. À partir de là, ils ont fait un document d'ensemble, la SENCO, SCC et les églises de réveil. Et ils ont fait donc ce qu'on appelle une feuille de route avec, ce qui est très important, c'est que quand ils faisaient ce travail, il y avait donc l'SCC, la SENCO et la délégation conduite par le pasteur Dodo et les experts de la présidence. Ils ont élaboré les documents non pas à l'absence des experts du président. Ils étaient dans la salle. Ils étaient parmi ceux qui ont élaboré ces documents. Après avoir élaboré ces documents, donc, ils vont maintenant les remettre à qui? Au chef de l'État, qui va apprécier. Mais que dit ces feuilles de route? Cette feuille de route a 4 points essentiels. Le premier point, c'est essayer de restaurer la paix au Congo. Parce que nous venons de faire pratiquement, depuis 1995, donc pratiquement 30 ans de guerre. Nous sommes dans la guerre de 30 ans. Et des millions de Congolais et de Congolais sont morts. Et des centaines de milliers de nos sœurs et femmes ont été violées. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Les évêques ne peuvent pas croiser les bras. Tout comme tout homme religieux, qu'il soit des églises des réveils, qu'il soit protestant, qu'il soit catholique, il ne peut pas accepter que les gens vers qui il est envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, c'est devenu un cimetière. Nous ne pouvons pas annoncer la parole de Dieu à un cimetière. Voilà la démarche des évêques pour combattre de manière à ce que la paix soit restaurée. Le deuxième élément, c'est on a remarqué que la faiblesse des Congolais, c'est la division interne. Donc les évêques ont compris que nous devons créer ce qu'on appelle la cohésion nationale. Il faut créer une cohésion nationale dans laquelle ceux qui sont sur les camps rebelles de la rébellion et ceux qui sont dans les cas de la majorité, nous qui sommes sous les pouvoirs de Kinshasa, nous puissions parler tête à tête. Nous pouvons parler tête à tête des Nanga, des Bissimwa, de tous ces gens-là qui sont attirés par rapport à cet élément, M. Labbé, oui. Si nous voyons la pensée du président, ce qu'il a annoncé lors de sa dernière rencontre avec le cacique de l'Union sacrée, oui. Il semble dire qu'il ne pourra pas organiser un dialogue avec des gens comme Nanga, même s'il n'a pas cité. C'est un langage politique. Toi, tu es journaliste, tu connais mieux que moi comment ça fonctionne. C'est un langage qu'on appelle politique. Il monte les enchères. De manière à ce que les autres comprennent que c'est un morceau à cuire, dur à cuire, et qu'ils ne croient pas qu'il va... La tâche est facile. Exact. Il envoie un message de l'autre côté pour dire, venez ici, mais ne croyez pas que je suis facile. Tant que vous avez touché aux intérêts vitaux de mon pays, il y a des prérequis auxquels vous ne pouvez pas toucher. Par exemple, la division, l'explosion des pays, vous ne touchez pas. Donc il envoie un message, mais d'une manière où quand il n'est pas informé, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce qu'il veut dire à travers ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, donc nous sommes au deuxième élément, la cohésion nationale. Oui. Et le troisième élément, c'est le bien vivre ensemble. On a remarqué qu'il y a des clivages de plus en plus entre nous. C'est-à-dire, c'est des choses que nous qui sommes nés vers les années 70, nous n'avons pas connu ces climats d'identification. On dit, toi tu es d'où, toi tu es d'où. Et des temps qu'on passait dans les quartiers, nous qui étions d'Ndjili, on jouait au football, on ne tenait pas compte, toi tu es de quelle province. Non, ça ne passait pas. On était bien ensemble, on jouait ensemble, on allait manger à la maison de ceux qui étaient de l'Est, des maisons de ceux qui étaient de Balouba, des maisons de Bangala. On n'avait pas ce genre de distinction. Et que donc, le bien vivre ensemble, c'est ça, une nation. Ou si vous commencez à vous définir par rapport au phénotype, par rapport au lieu d'appartenance, toi tu es de Kassai, toi tu es de Katanga, toi tu es de Ituri, c'est n'est plus une nation. Il faut que quelqu'un qui est de Ituri, quand il arrive à Matadi, il se sente chez lui. C'est que moi, si je me décide un jour d'aller faire mon apostolat, d'aller présenter un livre à Rutshuru, je me sens chez moi comme Congolais, et que cette culture laissée par le président Mobutu, je crois que c'est un de ces points où il a réussi comme politicien, d'unité du pays, c'est que nous devons défendre cet acquis-là, parce que c'est extrêmement important. Donc voilà pourquoi les évêques veulent à tout prix que nous arrivons à cette culture de bien vivre ensemble, sans trop nous regarder, à condition aussi que chacun respecte ses obligations et ses droits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que... ses limites aussi. Et ses limites. Il ne faut pas que sur les 265 tribus qui se trouvent ici, qu'il y a une tribu qui croit qu'elle est au-dessus de toutes les tribus et qui peut se prévaloir de se donner certains avantages parce qu'il se croit meilleur que les autres. Dès lors que vous avez cette logique-là, vous n'êtes plus la nation congolaise,
Parce qu'ici, nous sommes tellement différentiels, tellement nombreux, qu'il n'y a personne qui peut se croire meilleur que les autres. Nous ne pouvons être meilleurs que quand nous avons décidé de vivre ensemble autour de l'idéal. Alors, il y a le quatrième point qui a les droits démocratiques. Donc, nous devons arriver à promouvoir les droits démocratiques. Et qui dit démocratie parle du respect des institutions. Et une démocratie a comme institution, il y a l'institution parlementaire, judiciaire et judiciaire et puis le gouvernement, l'exécutif. Voilà. Et si par exemple on ne respecte pas, s'il n'y a pas de respect de la séparation de pouvoir, vous ne pouvez pas faire la démocratie. Mais si par exemple il n'y a pas respect de séparation du pouvoir, chacun dans les attributions constitutionnelles qui sont les siennes, respecte l'autre, mais fait bien ce qu'il doit faire, en respectant l'autre et en mettant tous les Congolais égaux devant la loi. Exactement, dans cette séparation du pouvoir, vous avez suivi les démarches menées par le président de la République par rapport au contrat congolo-américain. Oui. Qui fait couler beaucoup d'encre et salir, ou Vital Kamerhe estimait, ou sinon certains députés aussi estimaient que c'est un grand projet qui doit passer par l'Assemblée nationale avec un gouvernement semi-présidentiel. Absolument. Mais en tout cas qui a été mal perçu par les gens qui pensent que le président a tous les pouvoirs pour négocier des traités. Et pourtant, on a tout intérêt. Là où il y a l'esprit des contradictions, nous nous enrichissons. Parce que quand vous mettez cette affaire au niveau des débats nationaux, il y a des gens bien informés parmi nous. Il y a des gens qui ont fait énormément de recherches sur la position des États-Unis d'Amérique aujourd'hui, sur la question du Congo. Je vous ai dit, qu'est-ce que ce pays est devenu à partir de 1885? Vous n'avez qu'à bien mesurer quelle est la part des responsabilités de la superpuissance. Où les États-Unis ont joué un rôle important dans la déstabilisation. Absolument. Je vous ai donné ce que nous sommes en train de vivre. On doit croire à l'évolution de Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la conséquence logique du plan Bill Clinton qui est en exécution. Donc pendant qu'on est en train de dire que Washington est en train de basculer pour les intérêts congolais, nous nous rendons compte qu'il continue à traiter avec le Rwanda. Et même dans la répartition des bénéfices de ces contrats. Alors, si les Américains prennent 50%, les Rwandais prennent 25%, les Congo prend 25%. Mais je vous préviens que, si j'ai bien compris la démarche du gouvernement, ils utilisent ça comme un plan stratégique à plusieurs étapes. C'est-à-dire que dans la tête du président, s'il réussit déjà à avoir 25%, c'est déjà mieux que n'avoir que 2% aujourd'hui par exemple. À partir de là, dès que nous avons 25%, on peut organiser la base, on peut organiser le peuple, on peut organiser l'armée pour reconquérir les 25, aller petit à petit. Et ça sera facile parce que lorsqu'on a déjà commencé à être faible, tout dépend. Ça risque déjà de biaiser toute la suite. Tout dépend de la communication de l'autorité pour expliquer à son peuple où il veut nous amener. Et tout dépend de consensus politique où à un moment donné, nous ne devons pas continuer à parler comme des petits-enfants, à nous quereller comme des petits-enfants. Quand il s'agit de la cause du pays, le président peut parler avec tous les responsables politiques des partis politiques. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas dire en public, mais il peut les dire, voilà où je vais aller avec le pays. Et le problème, c'est que il sait que beaucoup de ces gens-là travaillent pour les camps ennemis. Et il n'a pas la tâche facile. Moi, je ne suis pas, j'observe, j'analyse, mais je me rends compte que trouver des gens avec qui tu dis, bon, je veux mettre autour d'une table avec tête pour défendre le Congo, tu ne te rends même pas compte que c'est à qui tu vas communiquer la stratégie, sont les pions justement du camp ennemi. Donc c'est très délicat. Mais maintenant, monsieur l'abbé, nous sommes en face d'une situation qui semble se répéter. Oui. Kamerhe est président de l'Assemblée nationale. Oui. Pour avoir monté une position, d'abord il avait dit qu'il faut qu'on négocie avec le Rwanda, il n'a pas été compris. Finalement, les États-Unis ont pensé qu'il faut qu'on négocie avec le Rwanda parce que nous allons continuer à analyser cette démarche. Mon cher Charles, alors, je ne vous coupe pas la parole, mon cher Charles, mais qui ne négocie pas avec le Rwanda? Dis-moi un peu. Ici au Congo, qui ne négocie pas avec le Rwanda? Nous savons qu'il y a 2 semaines, une délégation de la Première ministre a été à Kigali.
Il a rencontré les officiels des choses. Donc, ce que dit Kagame, ne soyez pas dans l'émotionnel. Nous devons avoir la tête qui pense. Oui, mais donc les présidents, le fait même que l'ambassade congolaise n'a pas fermé ses portes à Kigali, ça signifie qu'on n'a pas coupé les négociations. C'est ce que ça signifie en langage politique. Donc ce n'est pas parce que quand Kamere a parlé, je vois dans les médias, tout le monde revient, c'est ce qu'on appelle l'émotionnel. C'est-à-dire, vous ne creusez pas pour savoir qu'est-ce qui a été passé. Il y a l'invisible. La politique congolaise, c'est une politique de nuit. Elle est nictosophique. Ce n'est pas une politique des jours où en Europe, vous savez qu'il y a des négociations avec la Russie, voilà, point 1, point 2, ça ne se passe pas comme ça au Congo. Ok? Donc quand tu fais une critique, tu dois savoir qu'est-ce qui s'est passé la nuit. Alors tu sauras que la déclaration de Kagame, quand il dit de négocier avec... Mais c'est ce qui est en train de faire l'Innocent en fait. Pourquoi la ministre des Affaires, pourquoi la ministre des Affaires étrangères a été à Kigali il y a 2 semaines? Mais c'est ce que Kagame est en train de dire. Quand nous allons partir à Washington pour signer les contrats, le président Tshisekedi va les signer avec qui? Dis-moi un peu. Il va signer les contrats avec qui? Avec Trump ou avec les ennemis? Il va signer avec eux. Et en politique, il y a des préalables, il y a des préparatifs au niveau des officiels que nous ne voyons pas. Quand vous entendez Kamere qui parle, il ne parle pas de son propre chef. Ils ont des réunions nocturnes avec son propre collaborateur qui est le président. Donc quand vous le voyez exprimer cela, quand vous le voyez voyager en Afrique du Sud, il dit, moi je vais aller savoir ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous ne voulez pas réfléchir pour vous dire que peut-être qu'on envoie pour savoir qu'est-ce qui se trame là-bas? Nous devons être naïfs. Et à l'interne, on l'accuse de traître, de vouloir trahir. Mais c'est ce que j'appelle l'émotionnel, c'est-à-dire que les gens parlent sans maîtriser les paramètres. Et sans savoir même, sans même aller lire même dans les sites de la présidence, ou bien essayer d'enquêter parce que vous êtes des journalistes. Un journaliste, il ne peut pas parler pour parler. C'est-à-dire quand il pose la question, il a dit contacter les gens qui sont à la présidence, il sait comme ça. Donc quand il écrit un papier, il sait de quoi il parle parce qu'il a contacté les sources. Les bonnes sources. Mais maintenant, mais ça ne risque pas d'aller au-delà de l'entendement humain parce qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe fait l'objet de diabolisation jusqu'à être évincé. Il n'est pas loin d'être évincé. Évincé par qui? Du pêcheur de l'Assemblée nationale. Évincé par qui? Il y a des signatures qui se réuniraient déjà. Bon, ce n'est pas la première fois qu'il sera évincé, de toute façon. Okay. Le problème n'est pas un individu. Ne réduisez pas les problèmes. Parce que nous parlons de la crise. N'est-ce pas aussi les germes de la crise que nous déplorons aujourd'hui, que nous voulons réparer à gauche, mais à droite, il y a toujours de... Si nous voulons parler de dialogue, nous devons accepter que moi, ce que je pense, ne soit pas le point de vue de Charles, ne soit pas le point de vue de X ou de Y. Plus il y aura des points de vue, plus nous deviendrons riches dans l'approche multisectorielle, comment je peux appeler ça, une approche qui a beaucoup de facettes. Et quand nous voyons le problème sous beaucoup de facettes, multinationales, nous devenons très forts. Oui. Si nous avons une approche unipolaire, une approche d'un seul avec une pensée unique. Une pensée unique, nous sommes faibles. Donc, moi, c'est pour ça que quand je me disais tout à l'heure que les évêques ont fait ça, ils ont été critiqués, je t'ai dit, mais c'est une très bonne idée que les évêques soient critiqués. Si un curé dit quelque chose à la paroisse, je dis nous avons tel projet à la paroisse, quand je suis critiqué, c'est la preuve que la base a été de participer à mon pouvoir. Donc, donc même la présidence doit être... qu'elle soit critiquée, même s'il les regrette. Mais un chef qui n'est pas... s'il les regrette parfois... Un chef qui n'est pas critiqué n'est pas un chef. Un vrai chef qui prend l'audace d'aller de l'avant, parce qu'il sait que là où j'amène mon peuple, c'est les bons caps vers lesquels j'amène, il ne doit pas avoir peur de la critique. Parce que nous ne sommes pas là comme des petits moutons qu'on amène à l'abattoir. Chacun veut exprimer, parce que le Congo c'est notre affaire à nous tous, pas l'affaire d'un individu. Donc je reviens au premier de Vital Kamerhe que si il a accepté d'aller en Europe, je vois mal un président du Parlement se déplacer en Europe, parce qu'il a besoin de notre démission. Je le vois mal se déplacer en Afrique du Sud, sans l'aval de son chef. Excusez-moi, Charles. Nous sommes dans une république sérieuse. Je vois mal Kamerhe prendre l'avion, on le fait passer, il prend son avion, pendant qu'il n'a pas reçu l'ordre d'émission de la présidence. Tu peux imaginer ça, toi? Non. Donc, en intellectuel, je n'entre pas dans cette logique de la foule, comme le disait Gustave Le Bon.
Je n'entre pas cette logique. Mais Je sais. malheureusement, c'est cette opinion-là qui est en train de prendre de l'ampleur dans la famille politique même du chef de l'État, où on pense que Kamer ne lui est pas fidèle, il faut faire confiance à... D'autre part, si le président se met à expliquer tout, le secret va sortir et ils vont échouer. Parce que nous sommes dans la phase de négociation souterraine. Un chef ne s'explique. Mais dès lors qu'il n'y a plus de secret politique aujourd'hui, mais c'est la décence, ça commence à... Non, il y a... filtrer comme ça. Avant l'étape de Washington, on est dans les négociations qu'on appelle souterraines. Et si tu oses faire sortir le secret, tu es mis à l'écart par les partenaires. Donc mettons la place du président, mettons la place des Camérés. Ce sont eux à qui nous avons confié les pouvoirs, bon an mal an, les voulant ou pas en tout cas, ce sont eux maintenant qui traitent avec l'extérieur. Et à ce niveau-là, nous devons dire, nous voyons les résultats de ce qu'ils sont en train de faire. Nous, moi je ne me contente pas de dire, ah, il est parti en Afrique du Sud. Non, voyons à quoi ils nous conduisent. Nous allons les juger à leurs fruits, des négociations qu'ils sont en train de faire. Est-ce que les négociations qu'ils font vont remettre le bien vivre ensemble, remettre la démocratie, restaurer la paix au pays? Nous, on ne voit pas, ah, parce que c'est avec les États-Unis qu'on a signé l'accord, mais est-ce que cet accord va neutraliser les forces négatives? C'est là on va les juger aux fruits, pas aux intentions que nous les prêtons. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Merci, merci, M. Labé. Nous poursuivons cette émission qui parle de la crise congolaise et à ses multiples dimensions. Bien entendu, une crise profonde. Vous êtes géopoliticien, vous avez une certaine maîtrise des étapes, des épisodes que le Congo a parcouru pour que nous arrivions là où nous sommes aujourd'hui, des dialogues en dialogue. Maintenant, il y a un dialogue en gestation. Mais aussi, il y a des opposants qui ont été... Bon, la classe politique congolaise a été invitée en Afrique du Sud. Les pouvoirs de Kinshasa a décliné l'invitation, alors que les opposants sont pour la participation. Pas tous les opposants. Certains opposants. Une partie des opposants. Okay. Il y a déjà Moïse Katumbi qui s'est annoncé et qui serait déjà en route pendant que nous produisons cette émission. Jean-Marc Kabound a dit qu'on lui aurait refusé les visas. C'est une politique souterraine. C'est un langage, une manière de parler. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de cela? C'est-à-dire, invitation, oui, mais quelle leçon pour la stabilité que nous attendons de la RDC? Là, je vais vous exprimer mon point de vue personnel d'analyste. Parce que, personnellement, j'avais un faible pour la période post-apartheid et l'élite politique sud-africaine avec Nelson Mandela. Je me suis beaucoup documenté sur comment fonctionne l'ANC. Et je ne me fais plus trop d'illusions. Moi-même, j'ai passé un mois à Johannesburg. J'ai vu les conditions dans lesquelles vivent les propres frères noirs. J'ai été dans les townships, j'ai passé des journées là-bas. Et ce que j'ai vécu là comme expérience m'a traumatisé. Et dans les degrés de violence qui se trouvent là-bas, des gens qui n'ont pas étudié, qui n'étudient pas, et dont l'avenir est incertain. C'est des choses qui m'ont beaucoup marqué. Mais là n'est pas le problème parce que je ne dirais pas que chez moi c'est le paradis. Ouais. Mais dans mes lectures, qu'est-ce que je découvre, mon cher frère? Je découvre que l'Afrique du Sud a des multinationales. Dans la liste des multinationales qui participent au financement de la guerre au Congo, qui sont là, il y a 3 multinationales très importantes sud-africaines, d'origine sud-africaine. Il y a d'abord des bourses, RDC qui exploite les diamants au Congo. Il y a ce qu'on appelle le mining and processing Congo, qui exploite les cassérites en partenariat, s'il te plaît, tiens-toi bien, avec Metal Processing Association qui est de Rwanda. C'est un partenariat avec cette société qui exploite les cassérites du Congo. Donc, ces pays, tout en étant de l'Afrique australe, de la SADC, ils traitent avec les Caraïbes. En tout cas, ces multinationales sont sur le terrain où les violences sont exacerbées. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Maintenant, on passe à la personnalité même, qui est le président de la fondation Thabo Mbeki. Oui. C'est lui qui a initié ce projet. Thabo Mbeki lui-même. Oui. Thabo Mbeki lui-même, c'est lui le géniteur
de Sun City, quand il était président sud-africain. Et nous savons que pendant les Sun City et la formule 1+4 que ça produit, et on avait un président avec 4 vice-présidents, nous savons la part belle qui a été donnée aux agresseurs du Congo. Thabo Mbeki a défendu les agresseurs du Congo. Il a un parti pris pour le Rwanda et il ne s'en cache pas. Quand il fait des conférences, quand il prend position pour le pays, les Rwandais. Et donc, à partir de là, quand vous dites que cet homme, il nous invite en Afrique du Sud pour pouvoir organiser une conférence pour la paix, un intellectuel sourit. Parce qu'il est un des problèmes. On ne peut pas résoudre les problèmes du Congo par ceux qui provoquent les problèmes. C'est ce que je me fais comprendre. Donc, quand je vois l'élite politique qui accepte d'aller là-bas, je me dis c'est pas possible. Avec tout ce qui a été écrit, sur toutes les analyses qui ont été faites, sur la guerre du Congo, sur la responsabilité des pays africains. Vous pouvez aller lire un livre de Mouindo, L'arbre qui cache la forêt, qui a été publié en Milan, où on vous explique tous les pays africains, chaque pays africain, qu'est-ce qui les retire comme bénéfice du conflit congolais. Et l'Afrique du Sud a vraiment la part belle. Nous ne voyons que les Rwandais, nous ne voyons que l'Ouganda, mais on se trompe. La plupart de ces pays, laisse-moi terminer, c'est très important, la plupart de ces pays veulent que la guerre continue. Il n'y a personne qui veut que la guerre finisse. Parce qu'en tout cas, il n'y a que très peu qui veulent voir un Congo fort. Parce qu'un Congo faible profite énormément et à nos agresseurs, et aux pays limitrophes, et à beaucoup de pays africains qui trouvent leurs intérêts directs, vitaux, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Donc, sincèrement parlant, moi, si j'étais à la place du gouvernement, je serais tout à fait d'accord de dire non à une réunion comme celle-là, où on va traiter avec celui qui défend la partie ennemie. C'est pas, je me fais comprendre. Donc, ceci dit, il y a une troisième raison qui m'handicape au fait de pouvoir encenser la rencontre organisée par la Fondation Thabo Mbeki. Laquelle? C'est que je me convainc de plus en plus que aucun pays étranger ne peut résoudre notre problème. Sinon nous-mêmes les Congolais. Oui, c'est ça. Et il y a, si nous allons continuer d'aller dialogue en dialogue à Pretoria, à Luanda, à Nairobi, nous n'allons jamais résoudre nos problèmes. Voilà pourquoi nous revenons à l'initiative des évêques. Oui, et c'est dire à un moment donné. Justement, c'est là que j'allais m'atteler. Il y a des voix faiblement entendues qui pensent qu'il faut. J'ai organisé des émissions ici où mes invités, en tout cas, étaient d'accord que la crise congolaise ne peut pas être ça ne sera jamais résolu. C'est impossible. Il faut faire confiance aux évêques. Et il y a même quelqu'un qui n'est pas d'ailleurs de la religion chrétienne qui a estimé dans une de mes émissions télévisées que, en tout cas, la crise, il faut la confier aux évêques. Mais on ne peut pas la confier aux évêques. On pense que non. Il faut un dialogue qui soit tenu par les évêques catholiques. Oui. Là, du moins, il y a une certaine minorité qui semble maintenant s'exprimer par rapport à ça. Mais le comble ici, c'est que la famille du chef de l'État a déjà eu à diaboliser les évêques, à tel enseigne qu'il s'est généré peut-être de voir, ou sinon de se dire que non, en tout cas, nous avons compris que les évêques valent de la peine pour organiser un dialogue qui réunirait les Congolais pour parler du Congo. C'est une démarche politique, la diabolisation. C'est une démarche politique. Parce que là, quand on diabolise, on sécurise un peu le président au cas où ça ne marche pas. Au cas où ça ne marche pas, qui est à la base de cette initiative? Ce n'est pas seulement les évêques. Je t'ai dit tout à l'heure qu'à chaque réunion qui met ensemble la SENCO, l'ECC et Pasteur Bobo, Dodo Kamba, il y a des experts de la présidence qui sont là. Mais, donc quand j'écoute le parti du président diaboliser, parler, c'était comme si les évêques avaient pris l'habitude de se réunir entre eux, de dire, mais là, non, ça ne se passe pas comme ça. Honnêtement, quand vous regardez les choses en face, c'est qu'il y a quatre composantes
dans cette rencontre. Il y a la SENCO, qu'on appelle la plateforme religieuse, c'est comme ça qu'on appelle. Et puis il y a la coalition interconfessionnelle, ok, nationale. Et puis il y a la communauté unie des églises des réveils. Et que donc ce sont ces composantes-là avec d'une autre partie et des délégués du gouvernement, des délégués de la présidence. Donc, on ne permet pas, quand on arrive là-bas, ce n'est pas les élus qui décident. On se concerte pour faire une feuille de route qui peut nous aider à pouvoir avancer et sortir du carcan dans lequel on trouve. C'est pour ça que j'aurais souhaité vous expliquer, parce que je n'ai pas terminé la question que vous m'avez posée. Ouais. En réalité, cette feuille de route, je vous ai donné les 4 éléments clés de cette feuille de route. Mais je ne vous ai pas donné les étapes. Parce qu'une feuille de route, c'est un document stratégique. Ouais. C'est une vision stratégique où vous dites, nous voulons arriver, les Congo va arriver en 2035. Ok, ça, c'est la feuille de route. Maintenant, quelles sont les étapes que nous devons suivre pour arriver à cette vision 2035? Ah, c'est ça. Donc, pour ceux qui regardent la feuille de route, qui n'est plus la feuille de route des évêques, depuis les mois de juillet, où ils ont commencé à travailler avec les églises des réveils, avec les protestants. Exactement. À ce moment-là, ce n'est plus une affaire des évêques. C'est une affaire de toute la sphère religieuse congolaise. Et donc, ils sont arrivés à 2 étapes. La première étape, en quoi ils concernent? Donc, ils sont partis maintenant déposer les documents chez le chef de l'État. Parce que ils n'ont pas un pouvoir décisionnaire. Ils ont un pouvoir consultatif. Et ils ont proposé, ils ont pris des propositions, ils sont partis déposer où? Sur la table du chef de l'État. C'est lui qui a les pouvoirs délibératifs. C'est lui qui va voir si ce qu'on lui propose est bien ou mauvais pour la marche du pays. Maintenant, pendant qu'ils sont partis proposer chez le chef de l'État, ils vont suivre 2 étapes. Bientôt, nous allons entendre, ils vont décréter ce qu'on appelle un mois de la paix. Ou sur toute l'étendue de la République, on va organiser des prières écuméniques qui vont réunir toutes les confessions religieuses qui croient en Dieu. Que ce soit sur les territoires sous le contrôle du gouvernement de Kinshasa ou sur les territoires sous le contrôle des rebelles. Mais c'est la c'est très important, si vous pouvez me laisser terminer. Donc, la première étape, c'est préparer les terrains. On prépare les terrains. La deuxième étape, c'est que maintenant, le dialogue proprement dit commence. Et ce dialogue sera en 2 étapes. La première étape, on va d'abord faire l'étape qu'on appelle des experts. On va inviter des experts du gouvernement, des experts de la rébellion, des experts de la diaspora, des experts universitaires, des professeurs d'université qui comptent, dont les analyses peuvent faire évoluer la démarche. Et donc, ce dialogue des experts va traiter des questions de sécurité, des questions politiques, des questions économiques, des questions identitaires. Toutes ces questions qui sont en train d'incendier la paix au Congo. Dès que cette étape va terminer, nous passons à l'étape la plus importante. C'est-à-dire là, on réunit tous les acteurs politiques et on leur propose un consensus. Tout le travail qui sera fait par les acteurs, c'est pour qu'on arrive à mettre tous les acteurs politiques, tous les acteurs comment on appelle ça, la société civile ensemble, pour qu'on adopte un point de vue commun pour lequel nous allons nous battre, nous tous, Congolais d'en bas, Congolais d'en haut, Congolais qui se trouvent à l'est, qui se trouvent au nord, nous tous, nous allons prendre ça comme notre programme, de manière à ce que nous puissions obtenir les 4 objectifs dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire il faut restaurer la paix sur tous les territoires congolais, il faut créer cette cohésion sociale où les Congolais n'ont pas besoin des étrangers pour parler entre eux. Ils se regardent les yeux dans les yeux pour affronter n'importe quelle difficulté de manière à ce qu'ils aillent de l'avant. Et en même temps, créer ce bien vivre ensemble. Nous pouvions reprendre ce Congo on a connu, on était à l'aise, que je sois en Ngandachika, que je sois à Kolosi, que je sois à Ituri, comme Congolais avec la carte d'identité qui est la mienne. Quand j'arrive là-bas, je me sens chez moi. Et nous devons reprendre ce bien vivre ensemble sans créer des disparités sociales entre nous, que chaque Congolais ait à vivre heureux dans son territoire. Et alors on passe à cette loi démocratique où les élections, ces doivent encore être organisées, que ce ne soit pas de la mascarade, mais que ça puisse vraiment être la voix du souverain primaire qui compte. Mais l'abbé, je pose des petites questions. Oui. Par rapport aux élections, que vous pensez qu'elles peuvent être organisées, répondre aux attentes de la population. Oui.
Vous vous souviendrez avec moi que le président Kabila avait organisé un dialogue justement pour préparer des élections qui soient imprévisibles. Quelle année? Ce qui n'a pas été le cas. C'était quelle année? C'était en 2016. Alors, ça n'a pas été le cas. Mais aussi, je vais vous donner des petites questions, vous allez répondre en même moment. Vous avez parlé de prières. Je suis en phase de traite. Oui. Est-ce que vous pensez que toutes les prières organisées pour la nation ont apporté une solution par rapport au problème du Congo? Ah, c'est une très bonne question. Je vais répondre à deux volets. Le problème qui se passe au Congo, mon cher Richard, c'est aussi un problème qui a des racines spirituelles. Si tu regardes bien ce que nous sommes devenus des zombies, tu te rendras compte que quelque part, nous avons touché à ce qu'on ne doit pas toucher. C'est à quoi on ne touche pas. Tu es grand assez pour comprendre ce que je vais dire. Nous sommes gérés par des entités occultes qui font, dans ces entités occultes, le bien devient le mal et le mal devient le bien. Et que donc, si nous n'attaquons pas le volet spirituel du problème, nous ne nous en sortirons pas. Est-ce que nous attaquons réellement? J'arrive au deuxième volet de ma réponse. Jusque-là, ceux qui doivent prêcher la paix spirituellement, ils ont évolué un ordre dispersé. Les catholiques ne l'aiment pas, les protestants ne l'aiment pas, les églises de réveil ne l'aiment pas. Au contraire, quand ils ont l'occasion de se lancer des boulets à rouge, ils n'hésitent pas à le faire. Pour une fois, on voit les églises de réveil, les confessions religieuses, les catholiques, les protestants parler le même langage pour le bien de leur peuple et de leur pays. Cette prière-là, quand elle est faite parce que vous avez des cœurs unis, vous avez l'esprit uni, cette prière-là qui peut être exaucée par le Seigneur. Dis-moi que ceux qui vont le faire, qu'ils n'aient pas des agendas cachés, mais qu'ils le fassent d'abord et avant tout et en tout pour l'intérêt du peuple congolais et pour sa libération. S'ils arrivent à adopter un seul idéal spirituel en invoquant les dieux de la vérité, il ne peut pas ne pas intervenir là où les gens le font avec amour. Donc on peut reconnaître que toutes ces prières qui ont été faites sont... Dès que vous faites les prières en acte... Une illusion. Je ne dis pas une illusion. Mais comment voulez-vous, mon cher Charles, on est ensemble, moi je suis en train de faire les prières tout en te critiquant, toi qui es mon frère. Une maison où il n'y a pas d'entente, elle est divisée. Et l'ennemi entre et fait ce qu'il veut. Donc si nous sommes des hommes de Dieu, et nous commençons à prier Dieu dans l'injure, dans la critique, dans la calomnie. On calomnie des gens dans des prédications au nom de Dieu. Ça réduit donc même l'efficacité de la prière. Mais ce n'est plus évangélique. Excuse-moi. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Si toi, tu es là à calomnier, à faire des faux témoignages pendant la prédication, ce n'est plus la parole de Dieu, mon cher. Ce n'est pas l'esprit qui parle, c'est la chair. Alors, vous avez dit que les églises, pour la première fois, on parlait le même langage. À condition. Mais l'homme politique est loin de parler le même langage. Si nous revenons à la question de l'union sacrée aujourd'hui, où on se tire à boulet rouge, étant de la même famille politique, n'est-ce pas que c'est pratiquement on s'éloigne encore du bout du tunnel. Mais là justement parce qu'on a abusé des mots. Parce que quand vous dites union sacrée, cette épithète-là, on l'utilise pas n'importe comment. Demande-toi, ceux qui étaient dans FCC qui sont entrés dans cette union, ils poursuivaient quoi? La sacralité de cette union ou la défense de leurs propres intérêts? Si ce n'est pas la sacralité de l'union pour sauver la République, des gens pareils ne peuvent pas être une bénédiction pour le pays. À la moindre escarmouche, pour parler le langage du président, ils seront premiers à tourner les dos au président. Parce qu'ils ne poursuivent pas l'intérêt de sauver la nation. Ils sont là parce qu'ils veulent défendre les intérêts. Il y en a qui sont là depuis 40 ans, 50 ans. Et ils s'adaptent comme des caméléons à chaque pouvoir. Non pas pour l'intérêt du peuple, mais pour leurs propres intérêts personnels. Moi, je ne me fais jamais d'illusions avec des gens pareils. Quand je vois un politicien congolais qui a déjà été dans 3 familles politiques, pour moi, je n'attends rien de lui. Je me fais comprendre, je n'attends rien de lui. Donc ça ne m'étonne pas, au niveau de l'union sacrée qui se tire à boulet rouge, parce qu'ils n'ont pas le même idéal. Parce qu'il n'y a pas un consensus. Parce qu'il n'y a pas un idéal pour lequel chacun d'eux est prêt à mourir pour sauver la nation. Il n'y en a pas. Et tu ne peux rien attendre d'un politicien
qui ne travaille pas pour les générations futures, qui ne peut rien attendre, mon chef Richard. Donc je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est ça. Donc moi, je ne me fais pas d'illusions, et en tant que prêtre, je sais ce que signifie le mot sacré. Je n'aimerais pas qu'on les galvanise, qu'on les traite dans la boue. Le mot sacré, c'est sacré. Et la sacralité de l'union devait être ceux qui entrent, doivent être prêts à mourir pour la République, pas pour les propres intérêts. Et le fait que pour un petit couac, il se tire même à boulet rouge sans pouvoir se constater à l'intérieur, ça montre qu'il ne partage pas une idéal commun. Je suis désolé. Mais vous savez, Germain Nzinga, je rappelle que vous êtes géopoliticien et nous sommes en train de chuter petit à petit. Je vous ai parlé des questions d'ordre social. Nous avons voulu beaucoup plus utiliser, vous exploiter dans les terrains où vous êtes beaucoup plus calé. Donc, la politique congolaise, avec toutes ces crises que nous parcourons. Mais cela ne nous exclut pas, bien que vous avez, c'est un peu de frôler les aspects de la gouvernance. L'émission s'intitule Bonne Gouvernance. Et nous avons posé cette question la fois passée, et nous pouvons y revenir. La gouvernance du pays, vous avez dit, il y a des petits Baudouin, Léopold D, pardon, qu'on a créé. Est-ce que cette manière-là de gérer n'est pas aussi l'épineuse question qui fait que ça fâche un peu? Vous avez vu, il y a un pasteur qui a dit que, président de l'Assemblée honoraire de son État, qui a dit que ce sont ces genres d'histoires qui poussent les gens à aller rejoindre Nanga. Et lorsqu'il y a des frustrations dans la gestion de l'État, où il y a des injustices sociales, n'est-ce pas que c'est un facteur défavorisant de la bonne gouvernance et que toutes les démarches qui peuvent être menées pour aboutir à la paix risquent d'être vaines? C'est-à-dire, le problème qui est là, c'est que si vous dites une république, c'est comme ça qu'on appelle le Congo, République démocratique du Congo. Quand vous dites république, la décision de diriger une république n'est pas prise par un individu. C'est le souverain primaire qui prend la décision, qui mandate des individus au niveau de la présidence, qui mandate de 500 députés au niveau de l'Assemblée nationale, qui mandate des sénateurs. Et que ça, dans toutes les institutions, pour qu'elles fonctionnent bien, on doit tenir compte de ce que veut le peuple. Je sais pas si vous me faites comprendre. La pauvreté de votre analyse, c'est de croire que c'est Léopold qui nous rend ce que nous sommes devenus. Parce que pour avoir un Léopold, le peuple, il faut qu'il soit complice. Le Léopold sort de nos maisons, sort des enfants que nous mettons au monde. Ça signifie que quelque part au Congo, il y a un élément culturel qui fait que dans n'importe quelle tribu du Congo, nous générons l'esprit léopoldien, la culture léopoldienne. C'est comme si on n'a pas un chef qui décide à notre place, qui décide, qui nous dicte ses règles, bonnes ou mauvaises, nous ne pouvons pas être à l'aise. C'est comme si le Congolais est à l'aise quand il a un Léopold devant lui qui l'écrase. On ne pouvait pas imaginer que le traumatisme du colonialisme puisse perdurer même 65 ans après l'indépendance. Je ne pouvais pas imaginer que ça perdure parce qu'on se rend compte que cet héritage, ça continue. Vous avez remarqué qu'un Congolais, en tout cas dans mes observations et les analyses que j'ai faites, si par exemple je viens dans votre bureau, dans votre télévision, et que je vais obtenir une faveur de Charles, je vais dire dès que j'arrive, président Charles, automatiquement tu es conquis. Parce qu'au plus profond du Congolais, chacun veut être le président. Vous attendez Prézo, et parfois quand je vais dans la rue, vous voyez un qui a été déchiré, mais on l'appelle Prézo, et il prend toutes les allures de l'orgueil que vous ne pouvez pas imaginer. Quelque part dans notre culture congolaise, nous avons des prédispositions à être Léopold II, et à écraser les autres, et à être heureux quand on écrase les autres. Parce que comme ça très... Dans tous les, je me répète, dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie, si tu vas creuser, tu vas voir chez les musiciens, chez les professeurs d'université, chez les politiciens, chez les hommes de Dieu, dans l'administration publique. C'est cette logique des président, tu te demandes parfois, président de quoi, mais vous le voyez l'autre qui arrange la cravate pour dire, bon, écoute, on va voir ces problèmes-là. Donc, nous sommes dans cette logique et nous aurons tort de croire, d'individualiser les Léopold II. Il faut, ça est sémé dans la culture. Et quand vous êtes dans ça, il n'y a plus les souverains primaires
qui est capable de remettre en question ce que fait le chef pour le bien de tous. Le chef doit être capable d'écouter ce que dit le souverain primaire. Parce que c'est lui qui a le pouvoir, ce n'est pas le chef. Le chef, c'était mandataire du souverain primaire. C'est la leçon que nous avons appris de Tshisekedi quand il était en train de nous expliquer qu'est-ce qu'est la démocratie. Que le souverain primaire, c'est le peuple. C'est le peuple qui a le pouvoir et qui mandate quelqu'un à la présidence, qui mandate quelqu'un, tous les postes là qu'il y en a, elle comble un paradoxe aujourd'hui, oui. Inexplicable parfois. Oui. L'exécutif qui doit donner de l'eau à la population, donner du courant, ce sont les politiques, les députés qui ont un mandat limité. Ce n'est pas normal. De la population qui achètent des cabines. Ce n'est pas le travail des policiers. Et qui vont arranger des caniveaux. Mais ce n'est pas le travail des députés. Et au-delà de ça, nous avons un monde électoral qui fâche aussi. Parce que lorsque les rebelles doivent mettre en cause la légitimité de dirigeants en place, ils font allusion au système électoral. Alors, vous ne pensez pas que là aussi il faut y jeter un coup d'œil, le système électoral qui fait d'un député avec le système par exemple d'essai, un député qui a eu 5000 voix et resté chômeur, quelqu'un qui a eu 3000 voix, à cause du seul, il est parti. Ah, c'est des questions qu'on doit réfléchir, sur lesquelles nous devons réfléchir ensemble. Je crois que ça fait partie du dialogue des experts. Et dans le dialogue des experts, il y a plusieurs points à soumettre, comme je vous l'ai dit. Il y a des questions politiques, il y a des questions économiques, il y a des questions identitaires, il y a des questions du droit démocratique. Parce qu'on se rend compte que la manière dont le droit démocratique est pratiqué au Congo crée des millions de frustrés qui ne se reconnaissent pas dans la manière de diriger notre pays, la gouvernance. Et que donc c'est important à un moment donné que le peuple récupère ses attributs de pouvoir. C'est le peuple qui est le vrai pouvoir, qui est le vrai décisionnaire du pouvoir. Et il mandate les gens et il doit leur demander des comptes. Et le peuple congolais ne demande pas des comptes à ceux qu'il a mandatés. Il ne demande pas des comptes. Et ceux par qui il demande des comptes, ce sont les députés. Et regarde comment ils font travail à l'Assemblée nationale. Regarde combien de lois ils produisent. Parce que la force d'un parlement, c'est qu'on voit la production des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Donc, c'est ça. Un député n'est pas là pour venir construire des ponts, de venir... Non, c'est pas le travail du député. Quand il a le congé, comment on appelle ça, parlementaire, il vient parler avec sa base pour connaître les problèmes qu'il doit aller soumettre à l'Assemblée nationale. Que moi, dans ma circonscription, voilà des problèmes qui n'ont pas été résolus. Ils ne sont pas présents aussi, apparemment. Qui n'ont pas été résolus. Mais parce que 5 jours. Je ne vais pas commenter même sur leur statut. Je préfère garder, ce sont des excellences, je préfère garder le respect envers eux. Mais je trouve vraiment dommage parce que s'ils avaient fait le travail de contrôle de l'action gouvernementale, on n'en serait pas là. C'est pas aussi un problème. C'est devenu comme une boîte de résonance. Mais cela, nous allons chuter par là, mais ouais. Si je fais une petite comparaison, la police nous donne ce qu'elle a aujourd'hui à partir du recrutement. Le recrutement était déjà mal organisé et l'enrôlement des acteurs politiques. Vous avez dit ça la fois passée. Oui. Qu'on a connu des présidents, parfois des autodidactes. Exact. Et le départ a été apparemment fauché. Oui. Et quelqu'un qui n'a aucune expérience politique, qui ne connaît rien de la députation par exemple, il devient un matin comme ça député parce qu'il a été classé sur la liste électorale et que son parti a été favori. Puis il est là député. Il commence à tourner les pouces, ne sachant pas de quoi il doit faire. Et finalement, il doit acheter des pagnes, il doit venir réparer des histoires pour maintenir son aura. Et n'est-ce pas aussi que c'est une faiblesse de gouvernance? Ce n'est pas une faiblesse des gouvernants, c'est une faiblesse du peuple. Charles, non, mais ce sont les députés qui... Les députés n'ont même pas conscience... Qui mettent en place la mouture. C'est-à-dire, les députés n'ont même pas conscience. Les députés n'ont même pas conscience qu'ils sont des mandataires. Et qui doit les rappeler à l'ordre? D'après toi? Qui doit rappeler à l'ordre? Qui est le mandataire? Qui est le mandant des députés? C'est la population. Et pourquoi ils ne demandent pas des comptes? C'est là le problème, mon cher. Mais dans un pays où la population est pauvre, vous pensez que tout cela peut marcher? N'est-ce pas que tu crois que les pauvres... la politique profite de la pauvreté de la population pour continuer à la mater? Ce n'est pas la pauvreté matérielle qui me fait peur. C'est la pauvreté intellectuelle. C'est-à-dire,
j'ai vu des gars qui sont millionnaires, des gars qui roulent carrosse. Mais quand il écoute parler de son pays, du décès de son pays, tu as froid au dos. Pourquoi? Parce que la pauvreté la plus grande, c'est la pauvreté culturelle et intellectuelle. Tu dois être capable d'analyser ce qui se passe autour de toi. Tu analyses les pour et les contre. Et tu choisis quelle est la voie meilleure pour que ma ville, pour que ma province, pour que mon pays aille de l'avant. Et c'est à ce niveau-là qu'on voit que, tiens, mais la personne que nous avons mandatée il y a 3 mois ou il y a 1 an, qui se trouve à l'Assemblée provinciale ou qui se trouve à l'Assemblée nationale, et à un moment donné, on les rappelle, tu reviens. Nous devons te demander pourquoi tu n'as pas défendu cette affaire. La loi n'a pas apparemment prévu tout cela. Ah si, va lire. Ah non, la loi a été très, très claire là-dessus. Tu n'as qu'à bien lire la Constitution, tu n'as qu'à lire les attributions des députés. Oui, les attributions sont bel et bien là, mais on n'a pas donné on n'a pas laissé une marge de manœuvre à la population de retirer son mandat à une députée. En tout cas, la seule manière à un peuple... Parce que beaucoup de députés auraient vu leur mandat retiré. Non, ça ne se fait pas comme ça. Tu lui donnes le pouvoir pour 5 ans. Tu n'as pas le droit de le retirer. Tu dois donner pour 5 ans, Charles. Justement. Alors tu dois attendre que les 5 ans finissent. Merci beaucoup. Tu dois être conséquent toi-même. Sinon, si tu n'es pas conséquent, on ne résout pas l'anarchie par l'anarchie. Nous entrons tous dans les désordres. Il faut être regardant dès le départ. Absolument. Merci, M. Abbé. Je crois que prochainement, nous allons prendre l'aspect politico-social. D'accord. Merci d'avoir répondu à notre... C'est moi qui vous remercie à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour ces partages. Et surtout, merci d'avoir été à la hauteur de la tâche. D'accord. Ça peut aider notre peuple à voir plus clair, surtout pour les dialogues qui pointent à l'horizon. C'est important de donner la communication. Je crois que ça manquait à nos chefs, à la hiérarchie catholique et protestante, d'expliquer avec des mots simples ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils veulent aboutir. Maintenant que nous, peut-être que c'est nous qui sommes à la base, nous qui sommes des petits peuples, nous devons essayer de nous éclairer entre nous pour que le peuple comprenne. Donc nous allons, je veux que ceux qui nous suivent sachent que ce n'est plus une affaire des évêques, c'est une affaire qui regarde toute l'église catholique, l'église protestante, les églises des réveils, tout le monde se met ensemble avec les experts de la présidence. Ça, quand vous avez ces éléments-là, vous ne tombez plus dans des commentaires sans queue ni tête qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais quand vous comprenez que les experts de la présidence sont dedans pour élaborer cette feuille de route, alors ça devient du solide, ça devient du lourd. Et à partir de là, c'est à nous maintenant à prendre ça, à en faire notre affaire, chacun dans la sphère qui est la sienne, de bien assimiler ça pour que l'idéal le consensus qui va sortir ne soit pas seulement un consensus entre politiciens, mais que le peuple assume l'idéal, la vision stratégique qu'on est en train de prendre pour aller de l'avant, pour sortir de là. Ceux qui sont en train de critiquer, quand tu les demandes, alors vous, qu'est-ce que vous pensez? Ils n'ont rien comme proposition, comme alternative. Comme alternative, il n'y en a pas. Donc, nous attendons aussi les critiques, parce que c'est très important les critiques. Mais nous souhaiterons que ces critiques soient faites à base des documents que vous lisez, pas sur l'émotionnel, parce que l'émotionnel n'a jamais construit. Et il faut que nous puissions évoluer dans ce sens-là. Les critiques sont extrêmement importantes, parce que plus il y a des points de vue, moins il y a des risques, des marges d'erreur, et plus nous progressons pour aller de l'avant. Donc, nous prions pour notre pays, nous prions pour que nous puissions sortir de ces bourbiers où nous sommes, et que nous puissions connaître un peu de souris dans les jours qui viennent. C'est mon grand souhait que je formule à mon peuple. Nous devons tous mettre la main dans la pâte, ne pas laisser cette affaire entre les mains de 3-4 personnes. Nous devons réfléchir, écrire, dire ce que nous pensons. Et je crois que chacun de nous, s'il s'exprime, il en fait son affaire. Et là, nous pouvons aller de l'avant. Et quand le consensus sera voté, nous allons nous habiller de ça pour en faire notre affaire, mon affaire, notre affaire, avec tous mes compatriotes, nous qui sommes de la basse classe, pour aller de l'avant avec nos dirigeants. C'est par ici que nous bouclons cette émission Bonne Gouvernance. Nous avons eu comme invité M. l'abbé Germain Nzinga, un géopoliticien, qui a éclairé l'opinion par rapport à différentes questions liées à la crise congolaise. Et on a proposé avec lui certaines alternatives, on a certaines pistes de solutions pour que nous puissions déboucher à une solution qui puisse faire en sorte que les Congolais se retrouvent et que les Congolais soient associés à tous les niveaux
il ne reste plus qu'à vous dire merci et à dire encore au revoir. Merci. Merci beaucoup. Monsieur l'abbé, de nous avoir réussi. En tout cas, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Et la prochaine étape vous attend pour parler de la politique sociale. D'accord. Tout le plaisir a été pour moi et je vous attendrai bien volontiers la fois prochaine. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Au revoir. Nos numéros sont affichés au bas de votre poste téléviseur. Veuillez nous écrire. Appelez-nous si vous voulez participer à cette émission. Aimez, commentez pour vous qui nous suivez sur Internet. Et tout le plaisir est pour nous d'être encore ensemble avec vous. Au revoir.